Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir affronté les éléments pour venir ce soir. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Georges Tirologos, qui est chercheur à l'ISTA, donc je crois que c'est sur sa diapo, à l'Institut des sciences de l'Antiquité, ici à Besançon, et qui donc, je ne sais pas si ça va nous réchauffer, nous changer du temps, mais va nous emmener donc, dans une promenade en Grèce ce soir. Voilà. Donc Georges, merci beaucoup. Cher André, je voudrais à mon tour te remercier personnellement, mais aussi au nom de notre équipe, de nous avoir sollicités pour participer à ce cycle de conférences. Sous l'égide de la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement, cette manifestation est devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable entre le monde de la recherche et le grand public. C'est une passerelle d'ouverture qui nous incite à sortir des murs de nos laboratoires, de notre zone de confort, on dirait aujourd'hui. En plus de mes remerciements, je souhaitais donc te féliciter aussi pour cette belle initiative que tu défends, toi et Florence, avec beaucoup de ténacité et d'enthousiasme. Chers amis, j'en vois beaucoup. Chers collègues, j'en vois pas beaucoup. Mesdames, Messieurs, je vous convie aujourd'hui à un voyage à travers la péninsule hellénique, dans une région méconnue, ostracisée des traditionnels circuits touristiques de la Grèce classique, et cela malgré les grands événements historiques dont ces terres ont été les témoins. Événements qui ont joué un rôle décisif non seulement à l'évolution du monde antique, mais aussi dans les mutations fondatrices de la civilisation européenne. Évidemment, ceux qui me connaissent personnellement vont considérer que ce préambule est empreint d'une forte dose de subjectivité, car étant originaire de cette partie de la Grèce, mes propos ne peuvent être que le reflet d'un régionalisme exacerbé. Ma mission donc aujourd'hui est simple, essayer de vous prouver que ce procès qui peut éventuellement m'être fait est injuste. Et pour ce faire, je vais devenir durant 1 heure votre guide pour vous accompagner à travers les chemins sinueux de son histoire labyrinthique et profiter pour vous faire découvrir la richesse et la diversité de son potentiel archéologique. Cette région, c'est la Macédoine orientale. Située au nord-est de la péninsule hellénique, elle recouvre aujourd'hui 3 départements administratifs qui ont pour capitale les villes de Cérès, de Drama et de Kavala. Ce sont des villes de taille moyenne, à l'échelle de la Grèce, bien évidemment. Leur population varie entre 50 et 70 000 habitants environ. À ces 3 départements continentaux, il faut ajouter aussi l'île de Tassos, qui a joué les rôles d'entremetteuse, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, dans les relations que cette région a tissées progressivement avec le monde grec classique. Du point de vue géographique, notre territoire est délimité à l'ouest par le fleuve Strymon et à l'est par le fleuve Nestos. Au nord, par un ensemble de massifs qui sont le prolongement des grandes montagnes balkaniques situées à l'extérieur des actuelles frontières grecques, et au sud, par le littoral de la mer Égée, parsemé sur toute sa longueur, d'une centaine de kilomètres environ, de quelques criques bien abritées. À l'image des paysages de la Grèce, celui de la Macédoine orientale est très varié, composé de massifs montagneux imposants, dont les altitudes sommitales varient entre 6 000 et 2 300 mètres environ, dans lesquels s'insèrent les plaines, les vallées et les vallons de la région. Au centre de ces dispositifs, avec sa silhouette imposante, culminant presque à 2000 mètres, détaché de tous les autres massifs, se trouve le mont Pangée, incontestablement la montagne la plus emblématique du territoire. Mentionnée à maintes reprises dans les récits des auteurs grecs, cette montagne a abrité un des plus grands sanctuaires de la Grèce,
consacré au dieu Dionysos. C'était un sanctuaire oraculaire, comme celui d'Apollon à Delphes, et comme à Delphes, ici aussi, c'est une prêtresse qui officiait et rendait les oracles. Tous ces massifs possèdent certaines caractéristiques communes. Ils offrent d'abord des panoramas exceptionnels sur la plus grande partie du nord-est de la mer Égée. Leurs versants, raides et réguliers, sont souvent incisés par des ravins profonds. Quant à leur sommet, le plus élevé, ils sont bien affirmés, mais il est toujours possible d'identifier quelques surfaces d'aplanissement. En contrebas de ces massifs, s'encaissent les plaines et les vallées de la région. À l'ouest, c'est les grands bassins des Cérès, à travers lesquels s'écoule le fleuve Strymon, long de 70 km et large d'environ une trentaine. Cette plaine est aujourd'hui une des plus fertiles de la Grèce. Au centre de la région, les bassins des Dramas, d'une altitude comprise entre 50 et 80 mètres, elle possède une forme ellipsoïdale allongée du nord-ouest au sud-est. C'est un espace entièrement clos, un bassin intramontagnard, comme disent les géomorphologues. Le seul exitoire pour les cours d'eau qui arrosent la plaine sont les gorges de Petra, qui séparent le mont Pangée du mont Ménikion. C'est une incision étroite et profonde, particulièrement spectaculaire, creusée par la rivière d'Anguitis, qui est la seule rivière pérenne de la plaine. C'est là où convergent toutes les eaux du bassin avant d'aller se jeter dans le fleuve Strymon. Plus au sud, entre le mont Pangée et la chaîne littorale des Symbolones, la vallée de la Pierie. C'est un corridor très étroit, situé sur les grands axes de communication terrestres, reliant depuis la plus haute antiquité l'Adriatique au détroit de Marmara. C'est la route d'Xerxès dans son expédition contre les Grecs, la grande voie commerciale de l'Empire ottoman qui menait à Istanbul, et aujourd'hui encore, l'autoroute qui conduit en Turquie traverse toujours cette vallée. Plus à l'est, enfin, nous trouvons la plaine littorale de Nestos, une plaine deltaïque formée par les alluvionnements successifs du fleuve. Les terrains qui font la transition entre les plaines et les massifs montagneux de la région possèdent deux types de physionomie. Il s'agit le plus souvent de cônes de déjection d'une pente faible et régulière. Parmi les plus typiques, tant par sa forme en éventail que par son mode d'occupation, est celui qui se forme au débouché de la vallée de Nikissiani, au nord du Pangée. Cette photo illustre parfaitement cette succession de paysages, au fond les massifs montagneux, puis les cônes de déjection, très bien marqués, et enfin les terres basses de la dépression. Dans les autres secteurs de ces zones de transition, nous observons un autre type de terrain, marqué cette fois par un paysage de collines, particulièrement présent sur les versants occidental du mont Pangée. Ces terrains, qui possèdent des sols très épais, favorables à la culture, ils constituent les domaines où s'est développée l'agriculture traditionnelle et où se sont établies dans le passé la plupart des agglomérations. Quand on gravit les pentes des massifs qui bordent les deux grandes plaines de la région, notre regard est attiré par ces paysages d'open field qui dominent les terres basses des dépressions. Un paysage à damier, des champs ouverts à perte de vue, délimités par de larges pistes et des canaux de drainage. Ces grandes cultures sont largement dominées aujourd'hui par l'exploitation du maïs, du tournesol, du blé et du coton. Nous sommes là dans les domaines de l'agriculture très intensive et de la production quasi industrielle.
Mais la topographie actuelle de ces terrains est loin d'être représentative de leur configuration telle qu'elle a été il y a encore un siècle. En effet, depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, ces terrains étaient couverts de vastes étendues d'eau, comme on les voit pour les bassins des Drama sur cette ancienne carte. Les espaces lacustres et palustres de la Macédoine orientale ont définitivement disparu de ces paysages avec les travaux de bonification titanesques que le gouvernement a engagés à partir des années 1920 pour installer les 630 000 réfugiés grecs en provenance d'Asie mineure suite au traité de Lausanne. Les mutations paysagères que la Macédoine orientale a subies au cours de la décennie 1920 étaient d'une ampleur considérable. 97% de ces espaces palustres et 56% de ces surfaces lacustres ont été asséchés. Mais l'eau, comme disent les spécialistes, est l'élément le plus têtu de la nature. Ainsi, après des périodes de fortes précipitations, les paysages ancestraux des plaines macédoniennes remontent régulièrement en surface pour nous rappeler sans doute que les blessures que nous leur avons infligées ne seront jamais cicatrisées. Si on n'a pas le privilège d'être un jour les témoins visuels de ces rappels des piqûres de la nature, c'est dans les écrits des auteurs antiques qu'il faut se plonger pour mesurer l'ampleur des modifications de ces zones. Nous trouverons des témoignages parfois surprenants, comme celui d'Hérodote, à propos de la tribu des Péoniens qui habitait dans la plaine d'Estrimon. L'auteur grec évoque la présence d'un habitat lacustre avec des maisons sur pilotis dotées d'une trappe creusée dans les planchers pour communiquer directement avec le lac. On attachait même le pied des jeunes enfants avec une corde pour éviter qu'ils tombent dans l'eau. 2 siècles après Hérodote, un autre auteur grec, Théophraste, livre un renseignement important sur les travaux engagés par les Macédoniens après la conquête de la région pour assécher et mettre en valeur les zones humides. Le botaniste grec écrit que la plaine était encore couverte d'arbres et d'eau lorsque les Thraces l'occupaient, ce qui entretenait le froid et l'humidité. Mais avec l'assèchement d'une partie des terres marécageuses par les colons macédoniens et le développement des cultures, le climat était devenu moins rude et les conditions de vie plus saines. On constate donc que les hommes n'ont pas attendu les années 1920 pour essayer de dompter ces immenses étendues d'eau de la Macédoine orientale. Diversifiée du point de vue géographique, cette région l'est aussi quant aux conditions historiques de son occupation. Pour comprendre ces spécificités, il est nécessaire de remonter à l'époque archaïque, quand l'immense potentiel de ces ressources, agricoles, forestières et surtout métallifères, riches en or, en argent, en fer et en cuivre, a commencé à faire l'objet de nombreuses convoitises. En effet, très tôt, des populations d'origines ethniques différentes se sont successivement appropriées ces territoires et se sont superposées aux peuples indigènes, Thraces essentiellement, qui occupaient la région depuis la plus haute antiquité. Terre de prédilection pour des colons grecs venus des Paros, des Tassos, des Milais ou encore d'Athènes. Certains à la recherche d'une terre capable de les nourrir, d'autres pour profiter de la manne minière de la région. Asile pour des exilés politiques athéniens, descendants parfois des grandes familles aristocratiques, Pisistrate et Thucydide, qui possédaient de vastes propriétés dans la région, sont les 2 personnages les plus connus. Refuge pour des peuples d'origines diverses qui ont fui leur pays sous la pression de nouveaux envahisseurs, comme les Péoniens venus du nord. Territoire de conquête pour des armées de grandes puissances militaires,
L'occupation perse du VIe siècle avant notre ère est un exemple. Enfin, zone de contact des navigateurs et des marchands, attirés par le développement de nouveaux circuits commerciaux, la région située autour du mont Pangaea se révèle à partir de la fin du VIIe siècle avant notre ère et durant toute la période archaïque et classique, un véritable lieu de brassage ethnique, politique, social et culturel. Le terme qui convient le mieux, même si c'est un anachronisme, pour définir la région du Pangaea durant ces époques, c'est le terme d'Eldorado. Car c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est vraiment la ruée vers l'or. C'est cette ambiance-là qui se dégage en tout cas à travers l'examen des sources relatives à cette période. Les premiers Grecs à s'installer dans la région sont les Thasiens. Probablement vers la fin du 7e siècle avant notre ère, les habitants de l'île voisine essaiment sur la bande littorale du continent une série de colonies et de comptoirs. À partir de cette époque, et jusqu'au début du IVe siècle avant notre ère, les Pangaea constituaient une ligne de frontière délimitant au sud un espace fortement hellénisé avec le développement des établissements thasiens et au nord les territoires des Thraces qui ont constamment cherché à conserver leur indépendance et à empêcher la progression de la colonisation grecque vers l'intérieur des terres. Toutes les tentatives menées par les Grecs pour s'installer durablement dans la région du Pangaea et de son arrière-pays ont été vouées à l'échec. C'est ainsi qu'en 465 avant notre ère, 10 000 colons athéniens ont été tous massacrés par les Thraces en essayant de coloniser la région de Draviscos, à l'ouest du mont Pangaea. Ce n'est qu'à 437, c'est-à-dire relativement tard, que la plus grande puissance militaire de l'époque, Athènes, réussit à fonder la colonie d'Amphipolis, près de l'embouchure du fleuve Strymon. Mais s'il est vrai que les monts Pangaea formaient pendant 2 siècles environ une limite politique entre les populations locales et les colons grecs, il n'a jamais constitué en revanche une barrière au développement des relations économiques et culturelles entre les différents groupes ethniques de la région. C'est la conclusion en tout cas à laquelle on arrive en observant la mixité de la culture matérielle constatée sur un grand nombre de sites, non seulement du littoral, mais aussi de l'arrière-pays. En tout cas, avant l'intervention du roi Philippe II, le père d'Alexandre, la Macédoine orientale apparaît à travers l'ensemble des sources comme une entité géographique qui n'est ni politiquement, ni territorialement, ni ethniquement homogène. Des confédérations tribales composées de plusieurs peuplades et avec une organisation à caractère presque étatique, au royaume formé par une seule tribu et gouverné par un basileus, un roi, en passant par les cités typiquement grecques, la Macédoine orientale englobe à cette époque une variété de communautés politiques. En 356 avant notre ère, un contingent des Thasiens qui ont fait défection avec leur cité d'origine pénètre pour la première fois dans l'arrière-pays au-delà du mont Pangaea et fonde une colonie qu'ils appellent Crénides. Mais dès sa création, l'établissement thasien est menacé par les Thraces, menace qui pousse les Thasiens à demander assistance à Philippe II de Macédoine. Venu leur porter secours, les rois occupent l'établissement, le fortifient, installent de nouveaux colons, et en lui donnant son nom, il apparaît désormais comme le fondateur d'une nouvelle cité. À partir de ce moment, et jusqu'à la fin de l'Antiquité, la cité de Philippe devient le chef-lieu d'un vaste territoire qui va englober progressivement la majeure partie des terres de la Macédoine orientale. La valeur stratégique du site a sans doute été une des raisons qui a motivé l'intervention du roi macédonien. Mais c'est surtout le potentiel économique de la région
et plus particulièrement ses ressources minières et forestières, qui a poussé les rois macédoniens à prendre possession de ces territoires. Les revenus que les mines d'or du Pangée procuraient à Philippe II étaient considérables. 1000 talents par an, selon Diodore. Cela ne vous dit certainement pas grand-chose, juste que vous puissiez avoir un ordre de grandeur. Les coûts de l'immense armée qui a suivi Alexandre en Asie est estimé par les spécialistes autour de 3000 talents. Une autre ressource naturelle de la région, soumise à une forte prédation durant ces périodes, étaient les bois de ces forêts, un bois très recherché pour la construction navale. C'est avec les bois du Pangée, si l'on croit les sources littéraires, que Philippe et Alexandre ont construit une grande partie de leur flotte militaire. Quoi qu'il en soit, l'intégration de ces territoires thraces dans les jurons du royaume macédonien marque la fin d'une première phase d'exploitation intensive de ces ressources naturelles. Une phase amorcée dès l'époque archaïque et l'installation des premiers établissements thasiens sur le littoral continental. Cette prospérité allait de pair avec le développement des habitats, thraces, grecs et macédoniens, sur la côte, mais aussi dans l'arrière-pays. Une première carte archéologique de ces occupations du territoire a déjà été dressée depuis longtemps. La quasi-totalité des sites répertoriés sont situés dans les plaines et les vallées de la région. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous présenter ces établissements, connus et fouillés par les archéologues grecs depuis plusieurs décennies. Je me focaliserai plutôt sur les résultats des prospections menées par notre équipe dans cette région et sur notre contribution dans la connaissance de l'occupation antique de ces territoires. Un des objectifs fixés dans le cadre de nos opérations était l'exploration des zones montagneuses de la Macédoine orientale. La raison était simple. Nous avions constaté que sur la carte de la répartition spatiale des habitats antiques, ces zones constituaient de véritables vides archéologiques. Pourtant, ces espaces ont été les domaines privilégiés de l'intense exploitation minière dont la Macédoine orientale avait fait l'objet durant les époques archaïques et classiques. Et les témoignages de cette activité ne manquaient pas. En effet, les explorations successives menées au cours de ces dernières années, non pas par des archéologues, mais par des géologues ou des spéléologues, ont permis de découvrir de nombreux vestiges des exploitations minières disséminées dans tous les massifs de la Macédoine orientale. Ce n'est pas une exagération que de comparer les monts Pangée, la chaîne côtière des Symvolon, ou encore les montagnes de l'Ekani à de véritables morceaux de gruyère. Dans les secteurs des gisements d'or et d'argent, ces montagnes sont trouées partout. Des réseaux, des galeries de plusieurs centaines de mètres, comme celle que vous avez ici à l'image. Des puits miniers verticaux, profonds de plus de 3 mètres. Des marches d'escaliers taillées dans la roche pour descendre dans les mines. Des niches pour les lampes. Des piliers de soutènement. Des murets construits avec des déblais stériles. Ou encore des amas de scories métallurgiques sont présents partout dans ces montagnes. Sur la dernière photo, vous avez même un chemin construit avec des scories. Et je pourrais vous montrer des centaines de documents de ce type. Le but des campagnes de prospection que nous avons lancées était donc de recenser les établissements des massifs montagneux liés directement ou indirectement à l'exploitation des gisements métallifères antiques. Je dois signaler ici que dans le cadre de cette problématique, on ne partait pas vraiment à l'aventure. On avait des données. On avait à notre disposition les observations issues de quelques prospections ponctuelles menées par des archéologues locaux
et surtout les indices fournis par les photographies aériennes et les images satellites. À travers la lecture de ces documents, nous avions identifié un vaste réseau de sites fortifiés entourant les sommets des montagnes dans les environs des zones minières attestées. Pour rester uniquement sur les massifs de l'Ecagne, environ 50 sites fortifiés avaient été répertoriés. Nous constatons le même phénomène avec une densité peut-être un peu moindre sur les autres massifs de la région. Mais je n'ai pas ici le temps, à 50 minutes, pour passer toute la région au peigne fin. De plus, les montagnes de l'Ecagne est un lieu particulièrement emblématique. Identifié avec les districts d'Escapté-Île mentionnés par les auteurs antiques, nom évocateur qui signifie littéralement la forêt piochée, c'est la région dans laquelle étaient situées, selon Hérodote, les mines d'or continentales des Tassos. C'est là aussi qui devait se trouver la concession minière de l'historien Thucydide, une concession héritée de son père, qui lui procurait une fortune considérable. En 2019, ou 2018, c'était quand 19 18. Donc en 2018, on a engagé dans une première campagne de prospection sur le terrain avec beaucoup d'enthousiasme, un enthousiasme vite tempéré par les grandes difficultés d'accès à ces établissements. L'escarpement très prononcé du relief et la forte densité de la végétation, composée principalement des chênes de garrigue, donc des plantes qui piquent bien, nous ont obligés de revoir à la baisse le nombre de sites qu'on souhaitait visiter. On a décidé de concentrer nos efforts, dans un premier temps, sur les sites les mieux conservés. Une deuxième campagne a été menée aussi en 2021. Toutes les catégories des habitats liés aux activités minières sont présents. Enceintes protégeant des zones d'extraction du minerai, tours destinés à la surveillance de la région, ou encore habitats fortifiés abritant sans doute les communautés qui fournissaient la main-d'œuvre pour l'exploitation des gisements. Certains habitats sont munis d'une seule enceinte. D'autres sont protégés par une double fortification. Et certains sont dotés même de tours défensives. Les murs de fortification sont construits en pierre sèche. Leur épaisseur varie entre 1,40 m, 2,20 m et l'état de leur conservation est vraiment très bon. Voici aussi les vues que les habitants de ces sites avaient depuis leurs établissements. En face, vous avez l'île des Tassos. Quant à la chronologie de leur occupation, l'amplitude est particulièrement large. Le matériel céramique en surface, peu nombreux il est vrai, aucune fouille n'a été réalisée à l'intérieur de ces fortifications, s'étale entre l'époque archaïque et la période ottomane. En outre, il est intéressant de constater que la fonction défensive de ces fortifications a été exploitée dans tous les grands conflits militaires dont cette région a été le théâtre d'opérations durant le XIXe et le XXe siècle. Les vestiges de fortifications antiques s'entremêlent ainsi parfois avec les ouvrages militaires construits lors de ces opérations. En dehors de ces enceintes fortifiées, l'autopsie réalisée sur le terrain nous a permis de découvrir plusieurs tronçons, des routes pavées qui semblent relier entre elles les zones minières, les fortifications et la côte du littoral. Envahies souvent par la végétation, ces routes n'étaient pas visibles sur les photographies aériennes. Elles sont dans un état de conservation remarquable sur plusieurs kilomètres. La reconstitution de ces réseaux de routes de montagne, car je suis persuadé qu'il y en a beaucoup d'autres, et les relations avec l'habitat et les zones d'extraction des minerais est un des objectifs futurs de notre projet.
Quittons maintenant le mont de Lekani et déplaçons-nous plus à l'ouest, sur les versants du mont Pangé. Dans l'introduction de mon exposé, je vous ai parlé du grand sanctuaire de Dionysos, qui est les sources antiques placées sur cette montagne. À ce jour, aucune proposition n'a été formulée concernant son emplacement précis. Nous sommes peut-être aujourd'hui en mesure d'en faire une, ou tout du moins d'émettre une hypothèse. Un jour avant de finaliser la dernière prospection, au mois de novembre 2021, oui, un archéologue amateur, avocat de son métier, tenait absolument de nous faire découvrir un site sur le mont Pangé. Il nous a conduits sur un sommet à proximité du monastère de Panagia Ikosyphinissis, qui est le plus grand monastère de la Macédoine orientale. Couvert d'une végétation très dense, le site est difficilement repérable malgré son ampleur et le caractère imposant de ses structures. Un mur construit en pierre sèche entoure la totalité du sommet et forme une enceinte de 2 km de périmètre. Il semblerait que ces murs soient équipés, au moins à un endroit, d'une tour défensive. À l'intérieur du périmètre, on peut observer des vestiges de grands bâtiments, dont un bassin de forme circulaire. En dehors de la fortification, mais accolés au mur, des vestiges d'autres constructions sont visibles, dont une dotée d'un système d'hypocauste, c'est-à-dire d'un chauffage au sol. Vous voyez ici l'entrée du foyer à travers lequel on alimentait avec de l'air chaud l'hypocauste de la construction. Des blocs d'architecture également, et beaucoup de céramiques en surface, couvrant une période qui va de l'époque archaïque à l'époque byzantine. Enfin, aux alentours du site, les vestiges d'une voie d'allée partant vers une direction, pour l'instant, inconnue. Même si au niveau de la technique de construction du mur, ces sites présentent des similitudes avec les fortifications de Lekani, son ampleur et la présence des grands bâtiments équipés de dispositifs de chauffage font que cet établissement est un cas à part dans le répertoire des sites de montagne. Son emplacement à proximité du monastère de Panagia Ikosyphinissis, dont la fondation remonte au 5e siècle de notre ère, est aussi un élément qui donne un peu plus de poids à notre hypothèse d'identifier ces sites avec les sanctuaires de Dionysos. Juste pour votre information, ce monastère est aujourd'hui le plus ancien d'Europe en activité. Dévalons maintenant les pentes de nos montagnes pour arpenter les plaines de la région en faisant un saut chronologique d'environ 2 siècles en avant. En 148 avant notre ère, la Macédoine est conquise par les Romains. Un an après, les autorités romaines, sous le commandement du proconsul Egnatius, entreprennent la construction d'une grande voie de communication pour assurer la liaison entre l'Adriatique et Byzance. Cette artère portera désormais le nom de son constructeur, la Via Egnatia. Le site de Philippe sera l'une des étapes de son itinéraire. La localisation sur les terrains des vestiges de cette voie était aussi un des objectifs de prospection que nous avions engagés dans le cadre de notre projet sur la Macédoine orientale. L'identification de son parcours global dans la région ne posait pas de difficultés majeures. En partant de la cité d'Amphipolis, la route contournait le mont Pangé par le nord, passait à Philippe, traversait la cité côtière de Néapolis et se dirigeait ensuite vers la Thrace. Bien que son itinéraire ait été depuis longtemps bien défini dans ses grandes lignes, son tracé n'avait jamais été en revanche vérifié de manière systématique sur le terrain. Entre la cité d'Amphipolis et le fleuve Nestos, 17 millières, les millières c'est l'équivalent de nos bornes kilométriques, sont associées à la voie egnatienne. Parmi toutes ces bornes, une seule, celle provenant du village d'Amygdaleonas, a été trouvée in situ.
Après avoir quitté la cité d'Amphipolis, la voie se dirigeait vers le nord-est en traversant les bas plateaux du mont Pangée. À la lumière de données historiques et de nos observations sur le terrain, il n'est fait aucun doute que l'itinéraire de la chaussée romaine doit être associé à un chemin vicinal qui parcourt sur 18 km environ tous les versants occidentaux du mont Pangée. Bien que ces chemins ne soient aujourd'hui utilisés que pour desservir la campagne environnante, la lecture des anciens documents cartographiques laisse apparaître qu'ils constituaient, jusqu'au début du XXe siècle, le principal axe de communication permettant d'accéder depuis la région d'Amphipolis à la plaine de Philippe. Son importance dans les réseaux viaires de cette zone, au début du XXe siècle, se reflète d'ailleurs à travers la volonté des armées de la Première Guerre mondiale de contrôler son parcours au moyen d'un ensemble de lignes de fortification dont les vestiges sont encore aujourd'hui visibles. Mais sa présence dans le paysage devait certainement être beaucoup plus ancienne, comme semble l'indiquer une série de documents cadastraux de la commune de Rodolivos datés de l'époque byzantine. Jacques Lefort, qui a étudié ces documents, propose d'identifier un tronçon de ces chemins au plakotos dromos, la route pavée, mentionné par les registres cadastraux comme étant la limite administrative entre les villages de Rodolivos et la commune voisine de Domeros. Il émet alors l'hypothèse, à juste titre à mon avis, que cette route pavée constituait la survivance de l'itinéraire de la voie romaine. Sur ces chemins, qui est aujourd'hui dans sa grande partie en terre battue, on retrouve d'ailleurs, par endroits, les restes d'un ancien dallage. Dans ces bas plateaux du mont Pangée, nos prospections ont été particulièrement fructueuses. Nous avons en effet localisé les restes du dallage d'une ancienne route conservée sur une longueur d'environ 1,5 km. Nous n'avons opéré aucun sondage archéologique lors de notre prospection. Cela nécessite d'avoir des autorisations officielles et on ne les avait pas. Donc il est très difficile de proposer une datation précise pour cette structure. Mais, par sa forme bombée, certainement pour permettre l'écoulement des eaux sur les bas-côtés, et la présence des blocs de son empierrement, parfois encore en place, ce tronçon est comparable à certaines portions attestées de la voie ignatienne plus à l'est, en Thrace. Voilà, à mon avis, ce que nous allons sans doute trouver si on engage une opération de décapage sur cette structure. Après avoir traversé le versant occidental du mont Pangée, la voie atteignait la plaine des Philippes, à l'endroit précis où la route départementale franchit par l'intermédiaire d'un pont les grands canaux de drainage de la plaine. De là, la voie romaine, elle changeait d'orientation et se dirigeait vers l'est à travers la plaine marécageuse pour arriver à la cité des Philippes. La construction de la voie dans ces zones palustres, particulièrement inondables et très instables, a été sans doute la difficulté technique la plus importante pour les bâtisseurs. Mais c'est compliqué aussi pour nous, car dans ces secteurs où débouchent tous les torrents de la plaine des Drama, l'alluvionnement est très fort, ce qui rend évidemment les recherches archéologiques particulièrement difficiles. Heureusement que parfois, les machines agricoles modernes, qui sont généralement l'ennemi le plus féroce de l'archéologie, car elles détruisent tout sur leur passage, parfois donc, elles font preuve d'une certaine clémence et nous offrent quelques petits cadeaux. Ces grands blocs taillés que vous voyez ici proviennent d'un champ situé au sud-est du village de Nerofrachtis. Le propriétaire avait assez de voir son tracteur
butait toujours sur ces blocs-là, donc il a exhumé et il a placé tout simplement au bord de sa parcelle. Par sa forme rectangulaire et sa taille, ces blocs rassemblent beaucoup à ceux utilisés pour le dallage de la voie dans certains centres urbains, comme à Thessalonique, mais aussi à Philippe. Contrairement à l'image que nous avons, les voies romaines n'étaient pas dallées tout au long de leur parcours. Elles étaient principalement dans les villes et leurs faubourgs, mais aussi dans les endroits marécageux. Cela permettait de franchir au sec les zones humides et éviter aux hommes et aux animaux de s'embourber dans les marécages. Intéressons-nous maintenant au dernier tronçon de la voie que nous avons prospecté, celui entre Philippe et Kavala, l'antique cité de Néapolis. Sur cette partie du territoire, les tracés de la voie romaine ne posent aucune difficulté. Il se confond avec l'ancienne route ottomane qui assurait la liaison entre le littoral et la plaine des Drama. Elle a continué à avoir cette fonction d'axe départemental jusqu'à dans les années 50. Malgré la création de la nouvelle route, cet axe n'a pas disparu. Il forme aujourd'hui un simple chemin vicinal, très prisé des habitants des villages environnants, et plus particulièrement de ceux qui veulent éviter le contrôle d'alcoolémie très fréquent sur la nouvelle route. L'avantage avec les voies romaines, c'est qu'elles sont quand même tout droites. À partir de la porte est de la cité de Philippe, la voie romaine parcourait en ligne droite la nécropole orientale de la colonie jusqu'au monument de Vibus, le seul qui reste encore en place, parmi les nombreux monuments funéraires qui bordaient certainement la chaussée à la sortie de la ville et dont les vestiges sont présents tout au long de son tracé dans ces secteurs. C'est sur cette portion-là de son itinéraire que les archéologues ont exhumé dans les années 1990 le seul miliaire du territoire dressé encore sur son emplacement originel. C'était à cet endroit-là. La découverte de cette borne est très importante. D'une part, parce que son érection remonte à l'époque de la construction de la route. Le nom du proconsul Egnatius est explicitement mentionné sur l'inscription. D'autre part, car elle porte l'indication de la distance de sa position depuis Philippe. Elle était placée à 6000 Romains de la colonie. Étant donné que les miliaires étaient trouvés en place, que le nombre des milles était indiqué et que l'itinéraire de la voie romaine sur ces secteurs était bien établi, nous avons souhaité, au cours d'une de nos prospections, évaluer la fiabilité des mesures effectuées par les géomètres romains pour placer la borne à cet endroit. Pour réaliser cette opération, on a fait appel à un jeune topographe local qui a bien voulu mettre à notre service son expertise et ses outils de travail. Les 6000 romains équivalent exactement à 8871 mètres. Nous sommes donc partis de l'emplacement du miliaire et en relevant les mesures avec un GPS, on s'est dirigé vers la colonie. À notre très grand étonnement, nous avons constaté qu'au bout de 8835 mètres, nous étions exactement devant la porte orientale de la ville. Par rapport à la valeur théorique, on avait une différence de 36 mètres, c'est-à-dire, selon la formule de pourcentage de variation entre deux valeurs, sur 9 km, un écart particulièrement faible de 0,4%. Le sol philippien semble être un des dépositaires du testament que les géomètres romains ont voulu nous léguer pour défendre la réputation de leur savoir-faire. Mais ce n'est pas en tant que station de la vie à Egnatia que Philippe a laissé son nom dans l'histoire. C'est dans le contexte des luttes fratricides de la fin du 1er siècle avant notre ère, opposant les généraux romains pour la conquête du pouvoir et le contrôle de l'Empire, que cette bourgade médiocre, pour reprendre la formule de Paul Collard,
sera placé sous le feu des projecteurs de l'histoire. En effet, en 42 avant notre ère, les terrains situés à l'ouest de la ville, au pied de ses remparts, sont le théâtre de la bataille victorieuse des armées d'Antoine et d'Octave sur celle des républicains Brutus et Cassius. En prononçant ces dernières paroles, malheureuse vertu, tu n'étais qu'un mot, je décultivais comme une réalité, tu étais l'esclave de la fortune. Au milieu encore de l'auteur fétide des milliers de cadavres qui jonchaient la terre marécageuse de la plaine philippienne, Brutus, l'assassin de César, ne pouvait certainement point imaginer à cet instant l'impact qui aura sa défaite sur l'évolution de Philippe. Lieu de triomphe pour les uns, tombeau macabre pour les autres, cette humble cité va devenir à partir de cet événement un des grands centres de diffusion de la romanisation en Macédoine. À sa fondation, la colonie romaine était expressément considérée comme une création d'Antoine, comme l'illustre la première monnaie coloniale qu'on voit ici. On y distingue au droit le portrait d'Antoine, accompagné de l'abréviation du nom de la colonie, et au revers, les scènes caractéristiques de la fondation coloniale, la délimitation du pomerium au moyen de la charrue et l'opération de répartition de l'eau des terres par tirage au sort. On lit aussi le nom du légat mandaté par Antoine pour procéder à la déduction, un certain Pacus Rufus, qu'on connaît nulle part ailleurs. Comme il se doit en pareille circonstance, les généraux victorieux des Républicains avaient procédé à un sacrifice sur le champ de bataille pour remercier les dieux de leur soutien. À ces témoignages d'Appien, on peut aussi associer les vestiges d'un arc colonial situé à 2 kilomètres à l'ouest des remparts de Philippe, sur l'emplacement même du champ de bataille. Il y a 4 ans, nous avons obtenu les autorisations pour dégager les vestiges encore importants de cet arc, conservé dans une parcelle agricole. Arc colonial ou funéraire, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux sur la fonction de ces monuments édifiés quelque temps après la bataille. Selon l'archéologue Paul Collard, cet arc aurait pour fonction de délimiter le pomerium de la cité, c'est-à-dire ces sillons sacrés tracés au sol avec une charrue au moment de la création d'une colonie pour sacraliser les périmètres urbains de la nouvelle fondation. Cet arc serait alors la porte d'entrée dans les faubourgs occidentaux de la cité. En s'appuyant sur l'emplacement de l'arc colonial, les tracés de la voie ignatienne et les positions des armées républicaines, voici, vous avez ici la ligne jaune, voici comment les savants suisses restituent les tracés théoriques du pomerium colonial de Philippe. Or, cette ligne coïncide dans ces secteurs avec l'ancien cours d'eau de la rivière Voirani, qui a été détourné vers l'ouest au moment des grands travaux de bonification de la plaine. Son bras fossile, qui longeait les fortifications de Brutus et de Cassius avant d'aller se jeter dans les marais, est parfaitement visible sur les photographies aériennes. Tous les historiens s'accordent pour identifier ces cours d'eau de Voirani avec la rivière antique des Gangitis mentionnée par les sources littéraires. C'est dans ces cours d'eau, à la limite du pomerium colonial, devant l'arc monumental de la cité, que saint Paul a baptisé la première femme chrétienne d'Europe, une certaine Lydia, issue de la petite communauté juive de Philippe. Car Philippe est la première ville européenne où saint Paul se rend lors de son premier voyage sur le sol européen à la fin des années 49 de notre ère. C'est là où il fonde la première communauté chrétienne de notre continent, et c'est la raison pour laquelle Philippe est considéré aujourd'hui comme une cité emblématique de l'histoire du christianisme. Ainsi s'achève, avec la bénédiction de saint Paul, notre voyage
à travers la Macédoine orientale. Ma conclusion tient à une seule phrase. Je suis convaincu que cette région contient tous les ingrédients pour devenir un véritable laboratoire de recherche sur la thématique des territoires coloniaux antiques. Il faut cependant faire vite. Les logiques de l'économie moderne et des vestiges archéologiques ne sont pas faits pour cohabiter, et nous sommes en train de perdre définitivement de précieux témoignages de ces occupations que les terres philippiennes, malgré les vicissitudes historiques de la région, ont su préserver pendant des siècles. Je vous remercie.